bonjour à toutes, bonjour à tous et merci d'être avec nous. Et très heureux d'être des vôtres aujourd'hui, très honoré d'ailleurs que le MEDEF 31 m'ait demandé de présenter ce rendez-vous exceptionnel. On va vous présenter de manière assez rapide, simple, efficace, les acteurs du numérique à Toulouse et en Occitanie. Vous serez intéressé par toutes les personnes, bien entendu, puisque ce sont des personnes de choix. Vous serez peut-être intéressé par des organisations plus que par d'autres. Et n'ayez crainte, le MEDEF 31 a bien fait les choses, puisque vous pourrez retrouver toutes les informations concernant les intervenants, bien entendu, mais également les organisations sur une page dédiée sur le site du MEDEF 31, juste après ce webinaire. Tout d'abord, avant d'accueillir par duo ces entreprises et leurs représentants, on va accueillir celui qui est l'instigateur de ce rendez-vous, l'initiative de ce rendez-vous. C'est Luc Manta de Andrade qui est avec nous, qui va me rejoindre, qui est le président de la commission numérique, qui donc œuvre au MEDEF 31 pour faire découvrir et valoriser ces entités et ces intervenants. Luc qui me rejoint, je vous salue bien bas, Monsieur le Président. J'aime bien quand on parle comme ça, j'adore. Je vous salue bien bas, Monsieur l'animateur. Bonjour à vous, Luc. Alors, trêve de plaisanterie, c'est vrai que ça va se faire de manière conviviale, mais on a quand même un plateau de choix qui est réuni aujourd'hui. D'ailleurs, pourquoi ce rendez-vous, tout simplement, pour démarrer? Alors, d'une certaine façon, ce qu'il faut noter, c'est que nous sommes l'une des régions de France les plus importantes en termes numériques et nous avons un effectif dans cette profession qui est de près de 35 000 personnes, mes collègues vont l'évoquer derrière, qui est assez comparable, pas trop éloigné de l'effectif correspondant à l'aéronautique. Et ce qui montre que nous sommes véritablement la deuxième profession en Haute-Garonne et personne n'en parle. Donc, le but de cette émission, c'est de présenter tout cet écosystème qui est composé de structures multiples, des clusters, des pôles de compétitivité, des labos de recherche, et de les promouvoir et de les faire connaître à des entreprises qui sont potentiellement utilisatrices du digital, pour qu'elles sachent qui fait quoi, et de sorte que derrière, on puisse aller plus en détail après pour présenter ce qu'elles font, ce qu'elles connaissent, les technologies qu'elles connaissent. Alors pourquoi? Parce que la proximité, c'est quand même plus important si on cherche des solutions logicielles, de les prendre à proximité que d'aller les chercher à Palo Alto, à l'autre bout de la planète, quoi. Donc et puis on cause plus facilement avec une entreprise. Ah zut, j'ai un bug, tu veux pas me le régler, c'est 3 rues plus loin, sinon je vais taper à ta porte, tu vas voir que appeler pareil à l'entreprise à Palo Alto. Voilà l'objectif de ce webinaire. Et on a des pépites dans la région et notamment dans le Grand Toulouse. On a un niveau comparable, vous le disiez tout à l'heure. Alors, vous exagérez peut-être un peu, mais ça c'est normal, c'est l'œuvre du président de la commission. Quand vous dites qu'on n'en parle pas, heureusement qu'on en parle. La preuve, depuis longtemps, vous œuvrez dans cet écosystème. Par contre, là où je vous rejoins, c'est qu'on ne mesure peut-être pas l'importance que cet écosystème pèse dans la région. Ça équivaut à combien d'entreprises, d'emplois? Alors, en emploi, c'est de l'ordre de 35 000. Sur la Haute-Garonne, c'est 35 000. Sur Occitanie, c'est 45 000 à peu près. En nombre d'entreprises, je ne sais pas dire parce que c'est assez difficile entre les grosses entreprises, genre les grosses ESN, et puis les sociétés unipersonnelles. Moi, je pense que on prend le cluster Digital 113 qui s'exprimera après, et c'est à peu près 350 entreprises. Donc, si on rajoute tous les autres clusters, on peut parler d'un millier d'entreprises raisonnablement. Je dis ça a priori. Et cet écosystème, lui, il va bien en ce moment. Il va même encore mieux puisqu'on fait appel, la preuve, de plus en plus au numérique dans nos vies personnelles et professionnelles. Donc, lui, il traverse au contraire sans encombre cette crise. La valorisation, peut-être avant d'accueillir les premiers invités, on a vraiment des pépites. Je le disais, on a de la chance dans notre région. Oui, alors parce que on ne fait pas du digital que pour l'économie locale, qui est très teintée d'aéronautique. On fait du digital pour faire émerger des champions qui puissent avoir un retentissement international. C'est vraiment ça. Et là, il y a des pépites dans tous les différents secteurs. On va l'évoquer, notamment le secteur à la mode qui est l'intelligence artificielle. Il y a véritablement il faut les connaître justement. Il faut les connaître toutes ces pépites. Donc voilà.
Bon, en tout cas, merci, président de la commission. On reviendra tout à l'heure dans l'émission pour comprendre ce que vous faites, vous, dans cette commission au MEDEF 31. Et pour démarrer, si vous êtes d'accord, on va accueillir les deux premiers invités. Voilà, arrivé avec les deux premiers qui vont nous expliquer déjà tout ce qu'ils font. Vous avez Arnaud Tersiguel et Anne Détouche. Bonjour à vous deux. Bonjour Yann. Je termine par Arne, parce que nous allons démarrer ensemble. C'est marqué dessus, c'est marqué Syntec numérique, des entreprises qui changent le monde. Donc, je ne vais pas vous demander ce que c'est le pitch, parce que vous l'avez. Par contre, puisque nous ouvrons le bal tous les trois sur cet écosystème numérique et dans et des sociétés de conseil en technologie. Est-ce que j'ai bien tout précisé? Vous avez tout bien précisé. Je suis ravie. Ça va me permettre peut-être d'aller plus loin dans ces précisions-là. Aujourd'hui, on est présent sur la région qui représente 45 000 emplois dans les métiers du numérique. Nous avons 130 adhérents. Nous avons 9 membres du bureau qui œuvrent avec moi au quotidien pour différentes missions. Moi, je suis plus sur emploi-formation. Nous en avons qui sont au MEDEF, bien sûr. Nous en avons qui représentent donc les PME-PMI, nous en avons qui représentent plus les grosses ESN, qui représentent les travailleurs handicapés, la diversité, les femmes du numérique. Enfin bref, nous représentons tout l'écosystème, puisque c'est important, puisque notre filière contribue à la croissance du secteur et à la transformation du numérique de notre région à travers la promotion des nouveaux usages du numérique, le soutien à l'emploi et la formation, qui est un gros travail. Et on s'attache effectivement à diffuser le numérique, et un numérique responsable. Ça, c'est important. Oui. Et le numérique va bien en ce moment. Merci pour lui. D'ailleurs, vous êtes la déléguée générale, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, de Syntec Numérique Occitanie. Donc, c'est toute la région que vous englobez. Pour qu'on comprenne un petit peu mieux, donc vous disiez que c'est une organisation professionnelle qui touche beaucoup de monde. C'est quoi son travail? Alors, son travail, c'est d'accompagner les entreprises à se développer, donc à répondre aux problématiques qu'elles rencontrent. Alors, bien entendu, moi, je suis arrivée déléguée régionale Occitanie en plein Covid. C'était en avril de cette année. Donc, la problématique, ça a été le chômage partiel, donc accompagner nos entreprises à endiguer les 10 000 emplois qui avaient été dans le cadre du chômage partiel. Donc, ça, c'était une démarche. On a monté une cellule de crise spécifique avec une personne qui a été financée par le Syntec, la région, l'État. Donc, on a eu des très gros soutiens pour accompagner ces 10 000 emplois en difficulté. Au bout de 6 mois de mission, donc en fin d'année, on a pu, à travers toute cette action, se retrouver avec des emplois. On est passé de 10 000 à 4 000 emplois encore en difficulté. Donc, il y a eu un très gros travail de nos entreprises. Il y a une très grande résilience. Il y a eu une très grosse adaptation, une très grosse diversification des activités. Et on a été là pour les soutenir. Donc, on est vraiment là pour soutenir notre filière et les aider, quelle que soit la situation. Aujourd'hui, on est plus dans une situation qui revient à la normale avec de nouveau des problématiques d'embauche, de problèmes d'emploi qui sont difficiles à trouver, les métiers en tension. Donc là, on va réinverser notre dynamique et cette fois-ci, on va accompagner à la reconversion des demandeurs d'emploi dans nos métiers. La filière du numérique en Occitanie, ça touche énormément d'emplois, plus de 40 000, je crois. Ouais, 45 000 emplois, ça touche 45 000 emplois, c'est énorme. Avec une perspective pour 2026, il y a une étude qui a été faite où on table sur 60 000 emplois en région et c'est très, très important. Oui, la croissance, elle est dans ce secteur énorme. On voit bien que dans les secteurs qui traversent cette crise sanitaire sans encombre, au contraire, puisqu'on demande beaucoup au numérique en ce moment, la preuve, eh bien, c'est le numérique. Et puis, ce n'est pas fini, puisque même si la crise sanitaire, et croisons les doigts, finira rapidement, eh bien, derrière, il y a la data et on sait que les données, c'est l'or noir et qu'on va avoir beaucoup de pépites et beaucoup d'entreprises qui vont travailler là-dessus avec les autres pour développer encore. Donc, ça va toucher beaucoup, beaucoup de monde et ça continue à amener beaucoup de monde dans notre région. Comment vous, pour les chefs d'entreprise qui nous regardent, là, en un mot, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter? Vous l'avez dit dans le souci ou dans la recherche d'emploi, mais au quotidien, pourquoi j'appelle le Syntec? Pourquoi je fais partie du Syntec?
Pourquoi je fais partie du Syntec? D'abord parce que c'est un syndicat qui défend la profession, donc c'est important que chaque entreprise soit à même de venir présenter les problématiques qu'elle rencontre pour qu'on les aide à résoudre ces problématiques. On est aussi aujourd'hui ce qui est aussi important, c'est qu'on comble la fracture numérique, donc c'est accompagner nos entreprises à se développer pour accompagner les PME, PMI qui ont besoin du numérique, donc être présent pour combler cette fracture-là. On est là aussi pour accélérer la transformation digitale des organisations, bien sûr, donc soutenir nos entreprises dans ces efforts-là et bien sûr continuer à innover. Donc il faut avoir des rapprochements avec des projets innovants qui nous permettent de continuer à nous développer sur le territoire à travers de l'innovation. Parfait. Mais écoutez, au moins vous nous avez expliqué ça très 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 bien. Juste une petite info quand même avant d'interviewer Arnaud. Comment vous voyez l'avenir proche là pour le Syntec numérique? Nous, ce que l'on souhaite, c'est que le Syntec, ce que l'on souhaite faire surtout, c'est une vitrine du numérique en Occitanie. Donc, on souhaite que le Syntec numérique actionne cette vitrine et on a mis en place un dispositif qui s'appelle Task Force, qui est une vitrine technologique des compétences de nos entreprises pour pouvoir les faire rayonner au national et à l'international. Attirer de nouveaux talents, attirer de nouveaux donneurs d'ordre, tout à fait, attirer de nouvelles entreprises. Et donc, c'est renforcer l'attractivité, c'est assurer notre rayonnement à travers cette plateforme. C'est ça notre volonté aujourd'hui. Donc, ce que l'on souhaite, c'est que on veut faire de l'Occitanie, pas une Digital Valley, par exemple. Oui, bah écoutez, on a tout ce qu'il faut. Hein, déjà, on attire beaucoup plus de monde tous les ans. Hein, une des régions qui attire le plus, si ce n'est la région qui attire le plus de Français. Donc, on va les attirer, les talents encore. On accueillera un autre talent, Arnaud Tersiquel. Vous restez avec nous, Anne. C'est At Home. Bonjour Arnaud. Bonjour Yann. Arnaud Tersiquel, c'est At Home. Alors, At Home, c'est une communauté de startups et plus largement d'entreprises collectivement tournées vers la réussite et l'innovation. Et chaque jour, bien, cette communauté, elle permet à chacun des membres de grandir ensemble dans une dynamique d'apprentissage, de partage. Alors, c'est installé à Toulouse, au centre-ville, et puis à la Cité. Et At Home, ça se positionne comme un des acteurs clés de l'écosystème numérique en Occitanie, si j'ai bien compris, avec une communauté impliquée, diversifiée. Proposer, Arnaud, une intégration au sein d'un vertueux environnement, bureau plug and play, espace de conférences, d'événements, organismes de formation professionnelle ou encore partage et accès à des réseaux multiples. Elle est venue d'où cette idée ? Mais tout simplement, Yann, elle est venue cette idée du fait qu'on ressentait ce besoin-là. En 2015, avec mes associés, on avait besoin, chacun originaire de nos startups, on développait nos startups et on avait besoin de se loger. Et en 2015, on ne trouvait pas ce qui nous correspondait dans cet écosystème toulousain. Et donc, en tant que bon entrepreneur, on a souhaité créer une association pour partager ce fameux loyer et créer ce qui nous plaisait, ce qui donnait du sens à notre croissance. Et donc, on a partagé des premiers bureaux, on a partagé des premières compétences, on a partagé une vision commune de l'entrepreneuriat. Et puis, rapidement, on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls à faire ce constat-là et que d'autres entrepreneurs nous ont rejoints. Et rapidement, on est passé donc en 12 mois de 15 personnes dans cette communauté à plus de 110 personnes. Et à ce jour, Atom a dépassé les 300 personnes sur deux sites en centre-ville, La Cité, un bâtiment impulsé par la région, et Compense Caffarelli, notre bâtiment central. Qu'est-ce que vous proposez aux chefs d'entreprise qui nous regardent ce matin ? Alors, naturellement, on propose de partager des bureaux qu'on appelle plug and play. Ça signifie qu'ils sont préparés, ils sont connectables, il n'y a pas de matériel à amener à part son propre ordinateur. Et puis, plus largement, on va proposer toute forme en fait d'apprentissage, de collaboration inter-entreprise. On va décloisonner les savoirs. On va proposer aussi des formations à la transformation digitale et puis aussi des espaces événementiels au sein de La Cité, ce fameux bâtiment impulsé par la région Occitanie, et donc l'accès à cette communauté large et riche. Et aujourd'hui, Atom ne s'adresse pas que à des startups, on s'adresse à toute forme d'entreprise, quelle que soit sa taille, quelle que soit son étape. Et on a la chance d'ailleurs à ce titre de compter des partenaires fidèles qui nous accompagnent dans notre développement et qui sont membres de la communauté, à savoir Microsoft, EDF, Pierre Fabre, Orange, la Toulouse Business School, la compagnie fiduciaire, la Banque Populaire Occitane, le CNES, Tilt, Spring Lab. Voilà.
Vous avez des partenaires et des clients célèbres. Et la prochaine idée là, qui est dans le pipe là, dans quelques mois, vous en avez déjà une sous le manteau qui est arrivée là? Alors, le savoir-faire d'Atom, au final, c'est de créer et d'animer des plateformes immobilières innovantes. Et donc, on saura dans les prochains mois, dans les prochaines années, s'adresser à d'autres domaines qui nécessitent de la collaboration, de l'apprentissage collectif. Donc, en venant du monde des startups, on est allé vers le monde de toutes les entreprises à travers la cité. Et plus tard, on ira à destination d'autres secteurs et on réfléchit particulièrement au monde de l'artisanat ou du secteur de la recherche. Super. Ben, écoutez, merci à tous les deux d'avoir été concis, d'avoir été passionnants et passionnés pour nous expliquer chacun évidemment ce que vous faites. Et bien entendu, si ceux qui nous regardent ont envie d'avoir des renseignements, je redonnerai en fin d'émission le lien, puis il se trouvera aussi sur le site de la page MEDEF 31 où vous pourrez retrouver tous les liens, les contacts pour rentrer en contact avec ces personnes. Merci Anne, merci Arnaud, belle journée à vous. Merci Yann. Et on va accueillir les deux prochains. Nous accueillons maintenant deux autres organisations pour parler du numérique. Il va falloir que vous imprégniez également de personnalités. Amélie Leclerc, Bertrand Montubert, bonjour à vous deux, merci d'être avec nous. Bonjour Yann. Bonjour. Alors, on va commencer avec Amélie. Amélie, Digital 113, et ensuite, on parlera d'Occitanie Data avec Bertrand Montubert. Alors, je disais, oui, merci d'être avec nous parce que vous êtes des personnalités et vous êtes très occupés. Bien souvent, il est compliqué de vous avoir avec nous. Alors, on va résumer comme avec les autres très rapidement. Pardon de ne pas être exhaustif. C'est le cluster des entreprises numériques en Occitanie, Digital 113. Aujourd'hui, c'est plus de 300 entreprises, si je ne dis pas de bêtises, adhérentes. Ça fait à peu près 15 000 salariés. C'est une association loi 1901 faite par les entreprises et pour les entreprises, d'après le slogan. 48 chefs d'entreprise bénévoles qui constituent cette gouvernance, qui s'impliquent dans toutes les instances d'ailleurs à définir les actions, à animer les factories pour faire tourner la machine, comme on dit. Alors vous employez au sein de Digital 113 13 salariés. À mon avis, il n'y a pas de coïncidence. Et vous accueillez des stagiaires également pour aider le déploiement de l'assaut. La raison d'être, c'est vous connecter, vous soutenez, vous fédérez les acteurs du numérique d'Occitanie afin de développer l'excellence de leurs entreprises. Si je n'ai pas trop dit de bêtises et si j'ai bien résumé, je pense que je terminerai par ces 5 axes dans lesquels vous travaillez, les axes stratégiques. Innovation, transformation, le premier. Business et croissance en 2. Stratégie financement 3, RH, talent, diversité en 4 et enfin international. J'ai à peu près fait le tour, Amélie? Vous avez tout dit, je n'ai plus rien à dire, c'est parfait. Oh non, au contraire, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet grâce à vous. C'est qu'est-ce que vous nous proposez? Moi, je suis chef d'entreprise en Occitanie, qu'est-ce que vous me proposez? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que Digital 113 est un cluster d'entreprises numérique, donc on s'adresse en priorité aux entreprises de la filière numérique, donc pour elles, il y a la totalité du plan d'action du cluster. Et puis, on peut aussi du coup proposer des choses aux entreprises qui ne sont pas numériques. On va en parler dans quelques instants. Donc, autour des 5 axes stratégiques que vous avez cités il y a quelques instants, on déploie un plan d'action qui est composé d'animations qui nous permettent d'animer notre communauté. C'est le principe de ce qu'on appelle chez nous les factories. C'est à la fois des réunions où les gens se regroupent, mais définissent aussi les sujets sur lesquels ils ont des besoins, sur lesquels ils veulent échanger, sur lesquels ils peuvent vouloir faire venir des speakers. On organise des événements et notamment, je voudrais mettre le focus sur un événement qui s'appelle le Green IT Day qui pousse vers un numérique éthique, responsable et durable. Et là, tout le monde est concerné. On pousse aussi également des projets. On a actuellement un projet de labellisation pour l'Internet des objets, de la cybersécurité pour l'Internet des objets, mais également un projet européen qui s'appelle DIVA, par exemple, où on essaie de faire venir des fonds européens au plus près des entreprises du territoire. Et également, on déploie des services, puisqu'une petite entreprise a les mêmes besoins qu'une grande entreprise. Elle n'a juste pas les moyens. Donc, on met en place un service formation, relations presse, etc. L'objectif… C'est pour les entreprises numériques. C'est pour les entreprises numériques principalement, tout à fait. Et tout ce qu'on fait vise à adresser la totalité de l'entreprise et pas simplement le dirigeant. Voilà, parce que j'aime bien dire que l'entreprise ne grandit pas que par la tête, mais également en faisant grandir ses salariés. Par contre, si je suis non numérique, vous avez quelque chose à me proposer? Oui, tout à fait. Et notamment le programme qu'on déploie depuis quelques mois qui s'appelle Digital is Future. Donc,
nul ne peut ignorer qu'on a vécu une année 2020 qui était compliquée et peut-être que si les entreprises avaient pris à bras-le-corps leur transformation numérique avant le premier confinement, le contexte économique aurait pu être un peu différent. Fort de ce constat-là, on s'est dit que bien sûr, nous, pour aider les entreprises du numérique, il faut aider les autres filières à pouvoir opérer cette transformation numérique, mais pour ça, il faut comprendre. Il faut que les acteurs du numérique comprennent les acteurs des autres filières, et il faut que les acteurs des filières comprennent qu'est-ce qu'on peut vraiment faire avec le numérique. Et ça, c'est l'objet de Digital is Future, qui se fait donc c'est un programme éditorial qui se fait en partenariat avec les acteurs métiers. Donc, par exemple, on a en cours la filière bâtiment avec les fédérations patronales FFB, CAPEB, avec des structures comme l'ADEME, Envirobat, la Smart Building Alliance. Je ne vais pas citer tout le monde, mais vraiment, donc, on crée un consortium numérique et filière pour pouvoir adresser tous ces besoins, permettre à tout le monde de se comprendre et ensuite créer des rencontres, qu'elles soient business ou à dimension d'innovation. Vous allez traiter de la santé, là, à partir de septembre? Oui, à partir de septembre, on traitera la santé avec des partenaires comme Eurobiomed, le Grady Santé, Genius et d'autres. Pareil, je ne vais pas être exhaustive. On a traité la filière agri-agro et à partir de décembre, on traitera énergie. Puis viendront la filière industrie du futur, les mobilités intelligentes. Et l'objectif, c'est de se donner comme ça 18 mois de visibilité en avance. Et on reviendra très certainement sur des filières déjà travaillées. Bon, voilà. Et puis, si vous êtes numérique, une entreprise numérique, vous connaissez forcément, j'imagine, dans la région Occitanie, Digital Centrale. Si vous êtes moins numérique, comme on vient de dire, vous avez déjà une espèce d'aperçu rapide. Évidemment, on donnera les liens pour aller plus loin et pour, j'allais dire, progresser dans la découverte, si vous êtes d'accord les uns les autres. Alors, si j'ose dire, Amélie, dans l'avenir proche, là, vous poursuivez sur votre lancée, vous arrivez à maturité, là, maintenant? Oui, tout à fait. Digital 113 est vraiment arrivé à maturité. L'association a 2 ans. Elle est l'héritage d'autres associations préexistantes. Mais là, clairement, c'est un autre plan d'action à nous. Donc, pour 2022, nos ambitions, enfin plutôt même jusqu'à 2025, c'est plus d'international, plus d'Europe, de projets européens, comme je disais tout à l'heure, pour faire venir ces financements-là au plus près des territoires. Et là-dessus, d'ailleurs, on va travailler avec ADOC, la région et tout l'ensemble de l'écosystème dans le IDIH qui est en cours de structuration. Et puis, de façon générale, c'est renforcer tous nos liens avec l'écosystème. Bertrand va parler d'Occitanie Data dans quelques instants. On fait partie d'Occitanie Data, d'Anity. On travaille beaucoup avec le Syntec numérique, avec d'autres acteurs qui sont présents en ce webinaire, la UT Valley, la Mêlée ou autres, mais aussi avec tous les acteurs non numériques, comme on l'a dit il y a quelques instants, parce qu'on fédère les experts de la filière numérique en Occitanie. Et donc, qui mieux que Digital 113 pour aider les autres? Vous le vendez très bien, Amélie. Bravo. Merci. Pour quelqu'un qui n'est pas natif de la région Occitanie, je trouve que c'est très bien. Bertrand Montubert, Occitanie Data, la passerelle est bien tendue. Elle pourrait faire de la télé, Amélie. Alors, Occitanie Data, qui se transforme d'ailleurs cette année en un GIP. Vous allez revenir là-dessus certainement pour nous l'expliquer. Vous travaillez, vous, à la construction d'un cadre de confiance éthique, souverain, pour développer une économie de la donnée juste et équitable. C'est vrai que la donnée, on dit que c'est l'or noir, mais c'est vrai que c'est juste un sujet qui va tellement nous dépasser qu'il va falloir y travailler de manière solidaire, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. L'association compte aujourd'hui, vous le disiez, 39 membres avec Digital 113. Il y a des entreprises, académies, des institutions, des clusters. Principaux axes de travail et de service, c'est de l'éthique, le modèle économique et puis de l'innovation technologique. D'où vient l'idée d'abord, Bertrand? Alors l'idée, en fait, elle est née il y a quelques années, puisque nous travaillions avec un certain nombre de structures qui étaient d'ailleurs variées, aussi bien entreprises, institutions publiques, laboratoires de recherche, donc des échanges informels au départ, et qui se rendaient compte qu'il y avait 2 grands types de besoins. Il y avait un besoin de structuration de l'écosystème, mais là, il y a des acteurs comme Digital 113, par exemple, bien entendu, qui apportent leur contribution, ou Anity pour l'intelligence artificielle, et peut-être autour de la data, peut-être une petite spécificité, mais surtout, ils avaient des projets avec, vous avez employé ce terme d'or noir, Yann, qui est beaucoup employé. Et moi, j'ai tendance à dire qu'il faut faire attention parce que quand on pense or noir, on pense pétrole. Et comment ça marche le pétrole? Je vais simplifier à outrance, et je ne suis pas un spécialiste du pétrole, mais en gros, vous avez repéré un champ de pétrole, vous allez y mettre un puits, un système d'extraction, une raffinerie, et puis derrière, vous allez vendre de l'essence. Voilà, les spécialistes vont considérer que je suis caricatural. Mais
Ce que je veux dire par là, c'est que dans la data, c'est très différent. Dans la data, certes, vous pouvez avoir une source de données et faire des choses avec. Mais la plupart du temps, vous avez besoin de plein de sources de données. Et vous avez besoin de les croiser. Et très souvent, ces sources de données, mais vous ne les avez pas toutes vous-même. Et donc, vous avez besoin de faire des collaborations avec d'autres acteurs qui ont les données qui vous manquent. Et le problème, c'est que très souvent, eh bien, les données, quand elles appartiennent à d'autres organisations, c'est très difficile d'y avoir accès. Pour des raisons juridiques, pour des raisons éthiques, pour des raisons économiques. Et là, quand vous avez parlé d'or noir, évidemment, cette idée que la donnée, elle a de la valeur, ça suppose que si on fait des choses ensemble, il faut évidemment qu'il y ait un retour équitable de la valeur qui est produite. Donc, on a compris qu'il fallait qu'on travaille au niveau de l'éthique, au niveau du modèle économique, et tout ça en s'appuyant sur des cas d'usage concrets qui à la fois font naître les problèmes, les barrières qu'on doit lever, et qui sont des champs d'expérimentation des outils qu'on commence à construire. D'accord. Alors, c'est vrai que c'est un abus de langage. Hein. On l'a sorti il y a quelques années et il persiste encore un peu, mais vous avez bien corrigé. On comprend bien la différence entre un puits dans lequel on va nous-mêmes récupérer tout ce qui nous intéresse et là, en l'occurrence, des sources croisées et qu'il est compliqué. C'est là où je disais qu'il faut être solidaire tout à l'heure et collaboratif. C'est qu'en effet, il n'y a pas que de l'économie, c'est pas juste acheter de la donnée à quelqu'un, c'est aussi, et ça nous dépasse beaucoup, les problèmes juridiques qui vont avec. Alors, pour les numériques et pour les non-numériques, des entreprises qui nous regardent, vous proposez, pour être un peu pragmatique, en une minute, qu'est-ce que vous proposez ? D'abord, et vous avez bien fait de dire, pas seulement pour les entreprises numériques. Occitanie Data ne s'intéresse pas qu'aux entreprises du numérique. Il y en a, bien entendu, parmi les membres, mais il y a aussi parmi les membres des acteurs qui ne sont pas de la filière numérique, mais d'autres filières d'activité. Ce qu'on leur propose, déjà, en premier lieu, c'est une facilitation de la mise en relation avec nos membres. Nos membres, ils sont variés, hein, comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est 39 membres qui représentent des secteurs d'activité qui sont très différents et qui ont des données, souvent, qui sont riches. Et la première chose qui peut se poser, c'est est-ce que les membres qui va avoir des données qui sont pertinentes et dans quelles conditions je pourrais travailler avec cette personne, donc, ou avec cette structure. Donc, on a cette première étape, évidemment, de facilitation. La deuxième étape, qui est très importante, c'est qu'on va proposer un accompagnement éthique autour des projets qui sont portés par les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, et c'est un élément qui est important, la question de l'éthique a pris une ampleur très importante. Elle a pris une ampleur évidemment très importante parce qu'il y a eu des abus ces dernières années d'entreprises que je ne citerai pas, qui ne sont pas forcément en France, mais auxquelles tout le monde pense, qui ont utilisé des données personnelles à des fins qui sont quand même extrêmement dangereuses. Et évidemment, les entreprises qui, pour la très, très, très grande majorité d'entre elles, sont responsables et ne veulent surtout pas, évidemment, se retrouver à faire des usages qui ne seraient pas éthiques, qui d'abord leur poserait un problème évidemment en termes de responsabilité morale, mais aussi parfois de responsabilité juridique qui pourrait les fragiliser, ont besoin de s'assurer que ce qu'elles portent va effectivement être fiable au niveau éthique. Et donc, nous proposons un accompagnement qui est fondé sur la charte éthique des usages de la donnée que nous avons construite. Occitanie Data a construit cette charte en s'appuyant sur des spécialistes de l'éthique. Il y en a peu, mais nous en avons des brillants, en particulier Emmanuel Rial-Seba, qui est titulaire de la chaire UNESCO Éthique, Sciences, Société. Et ça fait un socle de référence à partir duquel on peut proposer cet accompagnement. On le fait déjà avec plusieurs de nos membres, hein, aussi bien des grands groupes que des startups. On est en train de répondre à un appel à projet de la Direction générale des entreprises sur le spatial. On est en train de répondre à un projet France-Allemagne sur l'intelligence artificielle. Donc, on fait aussi, donc, au-delà de la question de l'accompagnement éthique, un accompagnement. Ouais, on avait un petit moment, mais peut-être que c'était le bon moment pour que je puisse vous relancer, vous voyez. C'est arrivé le problème technique à ce moment-là. J'avais envie de vous dire, pour conclure, parce qu'on arrive au bout, là, on est même déjà en déplacement, on ira évidemment chercher toutes ces informations, parce que grâce au numérique, maintenant, on googlise tout le monde, hein, donc ça va très vite. J'ai parlé de transformation en GIP. 30 secondes vraiment, Bertrand. Ça change quoi pour nous ?
Ça change de choses. D'une part, là, aujourd'hui, on élargit très considérablement les membres. Au début, il y avait 19 membres au début d'Occitanie Data. Aujourd'hui, on est à 39 et on a encore des demandes d'entreprises. Et donc là, j'ai un message, évidemment. Si vous souhaitez rejoindre cette aventure, c'est le moment de le faire pour pouvoir devenir membre fondateur du GIP. Donc, contactez-nous à cette fin. Et puis, ce que ça change surtout, c'est que le GIP, c'est un groupement d'intérêt public. Et donc, ça marque cette dimension essentielle pour essayer de bâtir ce cadre de confiance qui est l'objectif que nous avons. Le tout dans un périmètre d'action qui devient national. Bien entendu, l'Occitanie, ça reste le berceau, ça restera le siège de la nouvelle structure qui s'appellera Equitia. Mais pour autant, nous sommes dans des interactions qui vont bien au-delà, qui vont dans toute la France et qui vont même peut-être en Europe avec un projet franco-allemand. Merci Bertrand. Amélie, merci également d'avoir passé ce moment avec nous. Je rappelle que, évidemment, Digital 113 avec Amélie Leclerc ou Occitanie Data avec Bertrand Montubert, vous allez les retrouver donc sur la page MEDEF 31 avec des liens. Vous pourrez reprendre contact avec vous. J'imagine qu'on peut prendre contact avec vous directement, Amélie, et que vous saurez nous dispatcher auprès de vos membres ou auprès des bons contacts pour être plus pertinent ensuite, c'est ça ? Tout à fait. Sinon, il y a un formulaire de contact sur notre site, très simplement, ou contact@digital113.fr. On est plusieurs à répondre, ça évite l'engorgement. Super. Merci d'avoir apporté vos lumières ce matin et de nous avoir participé à mieux découvrir les acteurs du numérique et du non-numérique en même temps dans cette belle région d'Occitanie. Merci à vous deux. On va accueillir, avant d'accueillir deux autres acteurs, Luc pour nous parler un petit peu du fonctionnement de cette commission. Merci à tous les deux. Merci. Merci à vous. Alors Luc, je disais tout à l'heure, on va parler de cette commission qui est à l'initiative de ce rendez-vous. Le libellé est exact de la commission d'ailleurs, c'est la commission numérique ? Alors, c'est la commission transformation numérique. Mais fondamentalement, vous avez compris, c'est le sujet, c'est d'évoquer quand même du numérique dans le département et dans la région. Très bien. Elle a été créée il n'y a pas si longtemps que ça, contrairement à l'existence du numérique en Occitanie. Oui, elle a été créée à la rentrée. On a commencé à la lancer avec l'ancien directeur général Sébastien Vignette avant l'été. On a entendu la réélection du président Pierre-Olivier Hénault, et donc c'est-à-dire qu'on a démarré il y a moins de 6 mois, quoi. Donc effectivement, c'est une commission qui a pris une envergure extrêmement rapidement, quoi. C'est quoi la philosophie? Pourquoi vous l'avez créée? Alors d'un côté, le constat pour moi, il est double. D'un côté, vous avez des PME qui, le chef de PME, je sais ce que c'est, je suis chef de PME, il est né dans le guidon, il a des problèmes de rentabilité court terme, etc. Quand il entend parler du digital, c'est un peu comme dans la médecine, il entend des mots, il ne comprend pas bien de quoi il s'agit, il veut aller vite. Et quand il rencontre un commercial qui vient lui vendre une solution, naturellement, le commercial est là pour vendre, donc il n'est pas sûr d'avoir complètement le recul suffisant pour faire la bonne solution. Pour choisir la bonne solution, donc il est quand même perturbé par rapport à ce monde complexe. Et puis de l'autre côté, il y a les grandes entreprises qui sont blindées de certitudes. Ah, moi j'ai mon système d'information, je vais déjà tout automatiser, j'ai pas de souci. Sauf qu'aujourd'hui, on ne parle plus de système d'information, on parle de système d'information à base d'intelligence artificielle. Tous les systèmes d'information dans les grandes entreprises vont être essentiellement avec des outils d'intelligence artificielle dans tous les recoins du SI. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et donc, face à ça, les deux se disent « Oh là, il y a un coût. Comment est-ce que je fais pour financer ça ?» Bien que malgré tout, le budget de l'informatique, comparativement au budget d'une entreprise, en général, reste quand même relativement limité, mais on ne s'en rend pas compte quand il s'agit de faire le chèque. Et donc, les entreprises ont un problème de compétitivité mondiale, puisqu'en fait, l'accélération des technologies est violente, donc ça produit des bouleversements économiques importants, et ça risque de disqualifier l'entreprise par rapport à la concurrence mondiale qui aura su utiliser les outils qui vont bien. Donc, il y a un vrai... Si je comprends bien, c'est une connexion entre ces deux mondes et une communication plus efficace aussi. Voilà, alors ce que l'on a prévu, c'est d'une part, c'est d'apporter une vision, une veille à niveau d'abstraction un peu élevé sur l'évolution des technologies, ensuite informer concrètement sur les solutions technologiques pour tel et tel sujet, quelle est la solution, quelles sont les solutions que l'on peut trouver en face,
les sources de financement, puisque j'évoquais tout à l'heure le financement, et puis surtout les acteurs de proximité, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, et ils sont relativement nombreux, et donc d'aller être en contact du marché du digital local. Donc pour ça, on a structuré cette commission avec des sous-commissions de façon être extrêmement dynamique et opérationnelle. Et donc il y a une sous-commission pédagogie, vision, donc qui d'ailleurs va prochainement essayer de définir un peu un plan directeur de l'ensemble des sujets que l'on doit aborder. Une commission financement, voilà, c'est le sujet qu'on a évoqué tout à l'heure. Alors, pardon, la commission pédagogie est animée par Laurence Lang, la commission financement par Philippe Crespin, une commission écosystème du numérique, donc qui a œuvré, qui est en interface avec l'ensemble des acteurs qui sont présentés aujourd'hui, donc qui est animée par Alix Ponton. Une commission relations MEDEF, parce que le MEDEF apporte de l'information, tant au niveau MEDEF national que dans les MEDEF territoriaux, mais nous aussi, on peut leur produire de l'information. Et pour finir, toute la partie production, donc outils de communication, webinaire tel qu'on le fait aujourd'hui, qui est animé par Christophe Arata. J'ai oublié de dire que pour la partie MEDEF, c'est Eric Jinca. Très bien. Et vous en êtes le président, bien entendu, et vous œuvrez avec beaucoup d'actions, des webinaires en ce moment. Et quand le présentiel reviendra, j'imagine des tables rondes, des rencontres, des choses qu'on connaît et peut-être des choses qu'on ne connaît pas. Vous allez peut-être nous faire de l'innovation. Ça ne serait pas complètement original? Oui, alors on essaie de faire, à propos d'innovation, même d'innover entre nous, parce que on va produire de l'information issue de tous nos collègues de l'écosystème du numérique à l'attention des utilisateurs, mais on va à l'intérieur de la commission, nous-mêmes, à chacune de nos réunions, traiter d'un sujet un peu complexe ou un peu innovant pour se ventiler les neurones. Très bien. En tout cas, c'est passionnant et merci pour ce que vous faites. Comme ça, parmi toutes ces informations, il faut qu'il y ait des gens qui nous guident pour qu'on s'y retrouve de manière efficace parce que le temps, c'est de l'argent et on n'a pas trop de temps à perdre, surtout en ce moment, avec les visios qui s'enchaînent. Merci Luc. On vous retrouve tout à l'heure pour évidemment la conclusion, puis on reparlera de cette commission avec d'autres personnes. Mais pour l'heure, on va retrouver de nouveaux acteurs de cet écosystème. Bonjour à vous deux, le temps de vous installer. Serge Angevin et Antoine Ruiz qui vont venir me rejoindre, Antoine Ruiz et Scorletti. Alors Serge Angevin tout d'abord, c'est le directeur industrie d'Aerospace Valley. Bonjour à vous Serge et merci d'être avec nous. Bonjour à tous les deux, bonjour Antoine, bonjour Yann. Bonjour Serge. Bon, Aerospace Valley, bonjour Antoine. Aerospace Valley, je vais le présenter rapidement parce que la plupart d'entre vous connaissez. En tout cas, vous connaissez de nom. C'est bien de rappeler quand même les fondamentaux pour corriger peut-être des erreurs qu'on avait dans notre tête. Plus de 850 entreprises, universités, centres de recherche, des filières aéronautiques, espace, drones. C'est 3 métiers, Aerospace Valley. Animer la communauté des membres, innover pour permettre d'accroître la compétitivité des entreprises et communiquer, bien entendu, et développer pour permettre à ces entreprises de s'inscrire dans des logiques de croissance de leurs activités. Et puis derrière ces 3 métiers, il y a 5 écosystèmes qui rassemblent les adhérents autour de thématiques communes. Donc ça veut dire qu'il y a 60 collaborateurs, donc c'est vraiment, j'allais dire énorme. Détachés de grands groupes, ces 60 collaborateurs, ils sont bénévoles, ils sont au service des entreprises, donc de ces 2 territoires, parce qu'ils ne sont pas que sur l'Occitanie, Aerospace Valley, ils sont aussi sur l'Aquitaine. Je n'ai pas dit de bêtises, j'ai à peu près résumé. Je dirais Nouvelle-Aquitaine, parce que bon, ils sont assez susceptibles là-dessus. Bon, Serge, vous êtes directeur industrie, vous, chez Aerospace Valley. Et alors, on avait envie de parler d'un sujet bien précis, parce qu'on ne peut pas partir sur tous les sujets, vous l'avez bien compris, sinon on en aurait pour 1 heure. Il s'agit de PADOC. Qu'est-ce que c'est que PADOC? Alors, PADOC, donc, c'est la réponse pour la région Occitanie aux entreprises qui doivent se transformer, une transformation industrielle, et une transformation qui est plutôt dirigée vers le digital et la donnée. Alors, PADOC, c'est tout d'abord un consortium. C'est un consortium donc, qui est constitué de la maison de la formation Jacqueline Auriol, du campus d'excellence aéronautique et spatiale, de 2 plateformes technologiques, l'IRT Saint-Exupéry et le CEA Toulouse, de 2 pôles de compétitivité, Aerospace Valley, mais aussi Optitech, qui est un pôle optronique et photonique, et d'un gros industriel local qui est la société We Are Aerospace, donc à Montauban.
PADOC, c'est la réponse à un appel à projet national qui vise à créer des plateformes d'accélération industrie du futur par région, qui a été lancé par le Premier ministre à fin 2018. Et PADOC, c'est une réponse qu'on a apportée sous forme d'un projet qui est porté par l'Université fédérale de Toulouse-Midi-Pyrénées et qui est soutenu, bien évidemment, j'allais l'oublier, par la région Occitanie, donc avec le soutien personnel de Mme Delga. Ça va de soi. Comment ça se structure tout ça? Alors, PADOC, c'est une usine. C'est une usine à l'échelle 1, donc sur une surface de 350 à 400 mètres carrés. Et c'est une usine qui est implantée dans une école, donc la Maison de la formation Jacqueline Auriol. Alors, je rappelle que c'est en fait le regroupement de toutes les filières génie mécanique de l'Université Paul Sabatier, de l'INSA de Toulouse et de Supaéro. C'est une usine qui est constituée, qui est dotée d'équipements industriels déjà, qui ont été amenés par des partenaires contributeurs. Et le PIA auquel on souscrit au travers de ce projet devrait nous permettre de moderniser cet outil, l'amener à un statut d'usine du futur, qui illustre toutes les briques technologiques de ce qu'est l'industrie du futur. Alors, PADOC, c'est une vitrine. C'est une vitrine qui est destinée à convaincre les chefs d'entreprise d'aller vers cette transformation qui est nécessaire. Donc aujourd'hui, le monde de demain, ce sera un monde digital. C'est un outil qui s'inscrit également dans les programmes de transformation qui sont des programmes de transformation existants, en particulier filières. Donc on a le GIFAS avec tout ce qui est l'industrie aéronautique, avec son programme Industrie du futur, mais également les programmes régionaux, avec le programme les 10 000 diagnostics nationaux qui est porté par la région. Et PADOC, c'est également un outil qui permet des offreurs de solutions de se mettre en visibilité lorsqu'ils auront été recommandés, par exemple, par des technologues qui sont dans ces programmes-là. PADOC, c'est également, du fait de sa localisation au sein de l'université, c'est un outil qui est extrêmement important dans le domaine de la formation. On a besoin, pour assurer ces transformations, de compétences, des compétences qui parfois n'existent pas aujourd'hui. Et on a besoin d'alimenter les entreprises avec des profils qui sont compétents pour assumer ces transformations. Alors, c'est les transformations qui sont des transformations, ce sont des formations, qui sont des formations initiales. C'est tout l'intérêt également d'avoir le projet porté par l'Université fédérale, avec toutes les écoles d'ingénieurs de l'Université fédérale, mais c'est également toutes les formations dites continues tout au long de la vie qui sont portées essentiellement par les UMM avec lesquels on a une collaboration étroite qui nous permet également de territorialiser le projet puisqu'on peut déployer les outils industriels également sur les entités de l'UMM qui sont dans le nord, l'est et l'ouest du territoire. Alors, c'est également un projet qui se veut éco-responsable, c'est-à-dire que la transformation industrielle de nos entreprises sera digitale, mais sera également verte. Donc, ça veut dire qu'on a également pris en compte tout ce qui concernait l'éco-responsabilité des processus industriels. Et enfin, c'est un monde de données. Le monde de la donnée, c'est pour améliorer la compétitivité, la productivité interne, mais c'est également pour communiquer. Il faut communiquer avec ses clients, communiquer avec ses fournisseurs. Donc, on travaille beaucoup sur la partie continuité digitale. On travaille avec des grands noms comme Airbus au travers de son processus de transformation des DMS, mais également d'autres entreprises, qui peut être Liebherr, Latécoère et Continental, en particulier dans le domaine automobile. Et enfin, je terminerai en disant que c'est une plateforme qui se veut communique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas réservée à une filière, elle est pour toutes les filières du territoire. Et elle est ouverte à toutes les entreprises du territoire et de toutes les filières du territoire. Voilà pour ce qui me concerne. C'est sympa. Merci Serge. Vous restez avec nous. On va, bien entendu, on vous mettra ces liens en fin d'émission sur une page MEDEF 31 et vous pourrez retrouver les liens si vous voulez poursuivre. Aujourd'hui, c'est une présentation, j'allais dire sommaire, de quelques minutes de chaque entité. On va parler du Rose Lab maintenant avec son responsable, Antoine Ruiz Scorletti. On s'est dit bonjour tout à l'heure. Le Rose Lab, Antoine, je le résume là aussi, vous me dites si je dis une bêtise, mais c'est un peu le Fab Lab de la cité. Tu as un écosystème qui est assez complet, qui est dédié à l'innovation collaborative, durable là aussi, créé sous l'impulsion de la région Occitanie en partenariat public-privé avec ADOC. Le Rose Lab, c'est le tiers-lieu at home et Nubo. Il s'agit du plus grand et diversifié Fab Lab d'Occitanie, si mes sources sont bonnes, au cœur des réseaux. Et il allie un faire et un savoir-faire, donc à fabriquer, tester et innover. Et il réunit la fabrication numérique à
fabrication conventionnelle, artisanale, industrielle, les loisirs créatifs, la formation pour apprendre à faire soi-même et avec les autres, et puis la vocation de rapprocher les mondes, celui des makers, comme on dit, en plein essor en ce moment, ceux d'université, ceux des entreprises, ceux des artisans, pour qu'ils innovent ensemble, celui du grand public, hommes, femmes, évidemment, tous horizons, pour que chacun ait une vraie place et un accès à la cité. C'est un peu ce que j'ai vu entre les lignes. Je ne travaille pas trop le pitch du Rose Lab. Non, c'est exactement ça. En gros, donc la cité, c'est le cœur de l'innovation collaborative et durable de la région Occitanie. Donc, c'est un vaste projet. C'est les halles Latécoère qui ont été remis au goût du jour avec un tiers-lieu, un Fab Lab, Nubo, Haddock, tout ce que vous veniez d'expliquer. Et donc, nous, on est la partie Fab Lab. Et même un peu plus que ça, nous, ce qu'on sait faire, c'est qu'on sait presque tout fabriquer. On sait le faire extrêmement rapidement. On sait ralentir les process. On sait les optimiser. On sait les augmenter. Et surtout, ce qu'on sait faire, c'est qu'on a un écosystème où on met les gens en connexion et les savoir-faire. Donc, vous l'avez lancé en 2016, hein, c'est ça? C'est né cette idée en 2016, non? Alors, le 2016, c'est la naissance de la Fab Région, qui est la volonté de la région Occitanie avec les acteurs de créer un écosystème pour créer une région plus durable, plus résiliente, plus autonome. Et donc ça, c'est cette création-là. Sinon, le Rose Lab, en fait, il est né, officiellement, la première ouverture, c'était 3 jours avant le premier confinement. Mais depuis, il est toujours actif et on essaye d'innover à notre échelle avec à peu près tout le monde et sur à peu près n'importe quoi. Et en plus, en 2019, il y a un grand acteur que les Toulousains connaissent bien, Manatour, qui a remporté l'appel à projet Fab Lab. Et c'est un nouvel outil, c'est un nouvel espace pour ce projet. Exactement. Donc, Manatour, c'est une véritable innovation qui s'est passée. Les Fab Labs étaient plutôt gérés par des associations. Là, c'est une entreprise qui arrive et qui récupère un des plus gros labs de France. L'idée, c'est que Manatour, c'est les experts de comment montrer les savoir-faire. Pour montrer les savoir-faire de l'innovation, en fait, on ne peut pas les montrer par une simple visite, il faut faire. Et donc là, l'idée de Manatour, c'est d'aller apporter son expertise dans la médiation, dans cette valorisation de l'excellence par la fabrication et donc en allant vers les Fab Labs et de rentrer pleinement dans ce milieu-là, d'être à la croisée des mondes, comme on l'a dit tout à l'heure. Ouais. Et puis Manatour, pour résumer, c'est vrai que c'est la visite industrielle au sens noble du terme au départ. Vous parliez d'Airbus tout à l'heure avec Serge, par exemple, mais c'est une entreprise qui sait faire visiter les autres entreprises. Qu'est-ce que vous proposez, vous, le Rose Lab, aux entreprises de la région qui nous regardent? Alors pour les entreprises, c'est très simple. Déjà, on va les connecter avec des gens que peut-être ils n'auraient jamais rencontrés, que ça soit leurs concurrents, que ça soit des PME, des TPE, ça peut être aussi des étudiants, ça va être aussi le grand public, de valoriser vers eux. Donc déjà, c'est vraiment l'approche connecteur. Dans l'autre idée, ce qu'on va leur apporter, c'est ce qu'on sait faire de mieux. C'est le prototypage rapide, c'est le design making, c'est comment en fait on va apporter notre créativité pour améliorer un produit, comment on va passer très rapidement de l'idée à l'objet. Et la dernière étape, c'est que nous, notre spécialité, c'est de passer, et qui fait un peu notre force et à peu près partout, c'est qu'on est des experts de la mini-série artisanale ou on pourrait dire aussi de la série industrielle personnalisée. Donc, vous voyez que les choses sont un peu en contradiction, mais en fait, c'est ce que nous, on sait faire. C'est faire des objets en série, mais tout en gardant la possibilité de le personnaliser. Et ça, c'est une véritable offre pour tous. Il y a la supply chain qui est derrière, il y a une logistique derrière. Exact. En fait, c'est tout ce qu'on sait faire. Vraiment, d'une simple idée, en une journée, je pense qu'on peut produire déjà un premier prototype. Et ça va toucher tous les domaines. Le mouvement maker, les Fab Labs, c'est sur n'importe quel domaine, on va pouvoir apporter quelque chose. Parce qu'on a toujours besoin d'objets, de matérialiser quelque chose et de se connecter à d'autres. Et donc, n'importe quelle entreprise peut venir au Rose Lab pour découvrir ça et pour essayer de fabriquer différemment notre société. Bon, comme ça bouillonne dans votre esprit collaboratif, j'imagine qu'après la création, vous êtes déjà sur l'étape suivante. Comment vous voyez l'avenir pour Rose Lab? Alors, moi, je pense qu'on a créé un très bel outil et maintenant, c'est continuer à le diffuser. Alors, c'est vrai qu'il y a cette crise qui est là depuis un moment, mais en même temps, on a pu innover déjà et ça montre toute la force qu'on a de résilience et c'est juste la continuer. Et continuer à changer en profondeur notre société. Je suis persuadé que la résilience, l'agilité que je défends, au Rose Lab, elle prend toute son ampleur. Et tout ce que je peux me souhaiter, c'est de continuer à faire ça et à une plus grande échelle et toujours avec l'écosystème de la région Occitanie et tous ces beaux acteurs. Écoutez, merci en tout cas à vous deux, Antoine
et puis bien entendu Serge pour avoir évoqué avec passion vos deux entités, vos deux organisations. On va poursuivre maintenant avec d'autres acteurs. Merci à vous. Merci à vous. Avec Édouard Forzy et la mêlée numérique, et puis Rinoc qui va nous rejoindre, qui est également avec nous, et je voudrais avoir le visage donc de Clotilde Maury qui est avec nous ce matin. Bonjour à vous deux. Bonjour. Il y a quelques années, Édouard Forzy, j'ai vu naître ce logo derrière vous. C'était en quelle année d'ailleurs? Rappelez-nous. Bien, c'était en 2000. C'était en 2000, il y a déjà quelques années, hein, ça ne nous rajeunit pas. Donc la mêlée numérique, qu'est-ce que c'est que la mêlée numérique pour ceux qui ne connaîtraient pas? C'est une association loi 1901 et qui est donc l'une des plus anciennes structures de ce type en France, basée à Toulouse, mais maintenant à SCB, elle est un peu plus loin, Tarbes et Montpellier. Ça rassemble plus de 500 entreprises adhérentes, TPE, PME, start-up, ETI, grands groupes et aussi collectivités, associations ou écoles. Les adhérents qui se réunissent régulièrement, là aussi, comme Aerospace Valley, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est tellement énorme qu'on passerait 1 heure. En tout cas, l'équipe comporte 27 collaborateurs basés à Toulouse. Vous irez sur le site internet de lamêlée.com et vous verrez tout le reste, hein, parce que c'est vraiment plus complet que ce que je vais dire. C'est 6 grands axes, si je ne dis pas de bêtises: transformation numérique, entrepreneuriat, talent, territoire, open innovation et inclusion numérique. D'ailleurs, on en parlera avec Clotilde tout à l'heure de l'inclusion numérique. Vous gérez 3 lieux, dont 2 à Toulouse. Et vous organisez évidemment la semaine numérique d'Occitanie, la fameuse mêlée numérique, Propulse, Mid News, le média numérique du Sud-Ouest toulousain qui compte 25 000 abonnés. Et vous êtes né spontanément d'un besoin de réunir tout le monde en 2000. C'est ça l'idée de base, Édouard? Oui, c'est ça. Hein. C'est un peu ce que disait tout à l'heure Arnaud, par exemple. C'est venu alors en 2000, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour les plus anciens, hein, le numérique, Internet, c'était encore très balbutiant. Hein. On n'avait pas les réseaux déjà, donc forcément, on n'avait pas beaucoup d'utilisateurs en bout de ligne. Et du coup, nous on bossait, on était des anciens de TBS d'ailleurs. On était dans le web et on a fait ce constat que lorsqu'on allait voir des PME qui n'étaient pas dans ce monde de la net économie à l'époque, elles pensaient qu'on leur parlait chinois, elles ne voyaient pas du tout l'intérêt de ces nouvelles technologies. Donc on s'est dit, on va organiser une rencontre. Ça s'est fait de façon tout à fait spontanée, informelle. Il n'y avait aucun objectif derrière d'aller beaucoup plus loin, pour expliquer tous ces sujets avec des startups de l'époque qui, pour la plupart d'ailleurs, n'existent plus depuis, à quelques exceptions près, parce qu'il y a eu des périodes de haut et de bas. Et voilà, et donc on a lancé cette première rencontre, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin, qu'il y avait vraiment une dynamique autour de ces sujets. Et alors donc des entreprises nous ont rejoints, des collectivités, la région Occitanie, Toulouse, etc. Et puis petit à petit, c'est développé comme ça. Et aujourd'hui, c'est présent sur toute la région Occitanie, hein, donc avec des équipes à Toulouse et à Montpellier, voilà, notamment. Maintenant, c'est quelques années passées, on fait grandir et dans le bon sens cette mêlée. Alors, là aussi, c'est un travail très compliqué que je vous demande, Édouard, mais en quelques minutes, qu'est-ce que vous proposeriez aux chefs d'entreprise qui nous regardent sur la transformation numérique dont on parle souvent? Comment vous pouvez nous aider? Oui, alors, c'est vraiment un sujet qui est le sujet initial, hein, comme je le disais, de l'association. Comment accompagner ces transformations très rapides que le numérique a apportées au monde économique et aux entreprises. On a donc, et c'est encore plus d'actualité aujourd'hui dans la période qu'on vit, évidemment, il faut aller vite. Donc sur ce volet-là de la transformation numérique, nous, on travaille, on fait d'une part depuis toujours de la sensibilisation, de l'explication, avec des entreprises qui viennent à la fois expliquer la mise en place de cette transformation numérique, mais aussi comment elles l'ont vécu, parce que c'est important, hein, c'est d'avoir des entreprises du même domaine d'activité, par exemple,
qui ont vécu cette transformation pour dire les difficultés, à quoi ça sert, comment il faut faire évoluer l'entreprise. Et ce n'est pas du tout un problème uniquement technologique. Je pense que c'est même presque plus un problème technologique, c'est plus un problème de culture, c'est-à-dire que l'entreprise, l'entrepreneur avant tout, et puis évidemment tous les collaborateurs, et on y reviendra après sur les sujets d'inclusion, etc., doivent comprendre pourquoi on fait cette transformation et à quoi ça sert. Donc il faut qu'ils se l'approprient. Voilà, c'est pas juste de l'outillage, c'est une vraie transformation des entreprises. Donc de la sensibilisation, donc ça partout dans la région. Donc on est labellisé par la région Occitanie, on travaille financé par elle et avec Ad-Hoc par exemple, d'autres structures. Donc dans tous les départements, cette sensibilisation. Ensuite, on fait des pré-diagnostics en ligne, puis en présentiel. Donc là, on va rencontrer les TPE, PME une par une, voilà, pour bien déterminer un peu déjà leur niveau, où est-ce qu'ils en sont sur ces sujets, parfois très éloignés, parfois ils sont déjà numérisés, ils ont besoin d'aller un peu plus loin. Et puis, une fois qu'on a ce diagnostic, on leur propose... donc là, on a cet écosystème d'adhérents, 500 adhérents, etc. On leur propose des expertises avec les financements de la région Occitanie. Donc, il y a beaucoup d'aides et d'autres financements pour mettre en place tous ces dispositifs de transformation numérique. Voilà. Donc, on a la possibilité aujourd'hui d'accompagner dans toute la région plein de TPE, PME. Donc, il faut s'adresser à nous, aller sur le site de la mêlée. Et puis, on redemande à nos partenaires présents, parce que c'est eux qui sont en contact avec eux, donc le MEDEF, par exemple, que je remercie d'avoir organisé cette réunion, de nous aider à diffuser le plus largement possible ce genre de dispositif. Voilà. Pour faire le lien avec Clotilde qui arrive dans 30 secondes, c'est aussi l'accélération encore plus importante des besoins numériques dans la région et puis des fractures aussi. Eh oui, complètement. Numériser, c'est bien, mais encore faut-il comprendre et maîtriser les outils. Et il reste aujourd'hui encore une grande partie de la population il y a aussi des entreprises qui ont toujours travaillé de la même façon depuis des décennies, mais qui aujourd'hui doivent se transformer, et si elles n'ont pas été acculturées, sensibilisées, formées à tous ces outils et à leur usage, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de mettre s'il n'y a pas de pilote qui comprend, qui a appris à conduire. Voilà. Donc c'est pour ça que le thème du numérique, c'est un thème très large qui va un peu l'économie, jusqu'à la formation et l'intégration, l'inclusion des gens, la diversité, on en parlait tout à l'heure, les camélies, voilà. C'est très large sur lequel on travaille beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle, dans le sujet, on a parlé d'inclusion numérique et on a développé un nouveau projet qui s'appelle Rhinox, dont Clotilde vous parlera. On va d'ailleurs en parler avec Clotilde de Rhinox. Merci, il doit rester avec nous. Clotilde Maury, Rhinox, c'est le secrétariat d'État, vous me dites si je dis des bêtises, en charge du numérique au travers de la Banque des territoires et de la mission Société numérique. Il l'a lancé en 2019, puisque vous avez créé ce secrétariat d'État a créé 11 hubs pour un numérique inclusif en France, dont Rhinox fait partie. Et Rhinox, c'est réseau et hub pour l'inclusion numérique en Occitanie. Et c'est le dispositif qui anime la filière de l'inclusion numérique et qui accompagne tous les acteurs qui luttent contre la fracture numérique. Parce que, évidemment, on est tous pour le développement, mais il ne faut pas oublier ceux qui sont donc dans cette fracture. Et vous êtes porté, évidemment, par la mêlée, on vient d'en parler, copiloté par le collectif d'inclusion numérique Call In, acteur du social. C'est quoi votre mission à vous, Clotilde ? Bonjour Yann, bonjour Edouard. Alors moi je suis chargée de mission inclusion numérique et entreprise. Donc concrètement en fait je co-construis, je coordonne et j'anime le groupe de Rhinox qui est dédié aux entreprises. D'accord. Et qu'est-ce que Rhinox va apporter aux entreprises et aux chefs d'entreprise qui nous regardent ce matin ? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, donc notre mission chez Rhinox, c'est d'animer le réseau des acteurs de l'inclusion numérique, donc sur le territoire où on est présent. Et c'est vrai que les entreprises, elles se mobilisent de plus en plus, et ça fait déjà depuis plusieurs années, sur les sujets de l'inclusion numérique. Donc que ça soit effectivement à travers leurs collaborateurs,
mais aussi sur les actions qu'elles mènent pour leurs clients et aussi les actions qu'elles mènent sur l'ensemble de l'écosystème, que ce soit par le biais de leur RSE ou même de leur fondation. C'est pourquoi vous avez construit un programme avec 3 niveaux, c'est ça? Oui, exactement. Donc, il y a un niveau 1, en fait, qui est des ateliers de travail multi-entreprises. Ensuite, il y a un niveau 2, lui, qui permet de mettre en œuvre des expérimentations de projets entre plusieurs entreprises. Et après, il y a un 3e niveau qui, lui, est plutôt des expérimentations de projets, mais pour une seule entreprise, donc vraiment de façon dédiée. Est-ce que vous pourriez nous parler, parce que je me suis renseigné, de ce qui est en ce moment là, sur le point d'être lancé, si ce n'est pas un scoop, hein, ça y ressemble, c'est les ateliers de travail du groupe d'entreprise, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, du coup, le fameux niveau 1, donc là, on est content parce qu'effectivement, on lance les ateliers de travail. Donc, la réunion de lancement a lieu la semaine prochaine. Donc, on va travailler avec 3 entreprises, la Caisse d'épargne, la SNCF et Berger-Levrault. Donc, on va travailler autour de 4 thématiques qui sont vraiment importantes sur l'inclusion numérique pour les entreprises. Donc, le premier, comme le disait Edouard, c'est l'acculturation des collaborateurs. Ensuite, on va travailler sur le design inclusif et on va essayer de comprendre l'impact des outils numériques inclusifs pour les clients. Puis, le 3e atelier, ce sera la mise en place de médiation numérique qui est dédiée pour les clients. Et ensuite, en 4e, la stratégie de partenariat dans l'écosystème de l'inclusion numérique. Et vous êtes dans les mois à venir sur quelque chose d'intéressant dans les futures actions? Oui, alors donc déjà on espère faire une saison 2 du groupe de travail, donc on va faire un sorte de recrutement en septembre prochain des nouvelles entreprises pour pouvoir le lancer en janvier prochain. Puis ensuite on continue les différentes actions qu'on mène, comme par exemple on travaille avec la compagnie du code sur l'amélioration des parcours des demandeurs d'emploi au métier du numérique. Et puis, on a aussi identifié des demandes et des besoins au niveau des TPE et PME. Donc là, on reste en réflexion pour essayer d'accompagner des projets. Bon, ben super, merci à vous deux en tout cas d'avoir été à l'essentiel avec tellement de choses à dire, mais c'était très clair et maintenant ça nous donne envie d'aller sur vos sites internet respectifs. Je donnerai les liens dans un instant sur la page MEDEF. Merci Clotilde, merci Edouard. Merci beaucoup Yann. Bonne journée à vous deux. Merci. On va accueillir, avant d'accueillir les 2 prochains, là aussi très intéressant. Je voudrais accueillir encore 2 personnalités qui travaillent au sein du MEDEF 31. On en a parlé tout à l'heure. C'est Alix Ponton et Christophe Arata qui vont nous rejoindre sur ça pour évoquer, là aussi c'est quelque chose qui peut vous intéresser, vous les chefs d'entreprise de la région, c'est la raison d'être de la commission numérique MEDEF 31. Bonjour Alix. Je n'entends pas la voix d'Alix, comment se fait-ce? Tu n'entends pas? Ah, super, ça y est, bravo. Donc Alix, bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour Yann. Alors, avec vous deux, je voudrais qu'on parle donc de cette commission. D'abord, Alix, la raison d'être de la commission numérique du MEDEF 31 en quelques mots, parce que Luc en a déjà parlé pas mal tout à l'heure. On n'entend pas Alix. Vous m'entendez bien? On t'entend pas. Vous m'entendez bien? Voilà, super. Ok. Alors, merci à tous. Petite précision, je ne travaille pas, et Christophe non plus ne travaille pas au MEDEF. On est des entreprises, comme toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. C'est ça qui est un des éléments de la différenciation. Ton micro, il faut que tu te rapproches du micro parce qu'il y a des micro-coupures sur ton micro. Est-ce que là, ça marche mieux? Mieux. Merci. Bon. Donc, comme je disais, on ne travaille pas au MEDEF, on est des entreprises adhérentes, on est des entreprises du numérique. Et donc, à ce titre, on s'est dit que c'était intéressant de réunir les acteurs du numérique pour venir servir les besoins des entreprises, des départements qui ont besoin de se digitaliser. Ça, c'est le premier point. Et la raison d'être, ça c'est important, c'est que la commission, elle est composée de sous-commissions. Mais la raison d'être de la commission, telle que Luc l'a pensé, c'est vraiment faire en sorte que les entreprises locales fassent appel aux services des entreprises locales. Premier point. Ah, tu as un petit problème avec ton micro qui fait des micro-coupures. Je ne sais pas d'où ça vient. Il faudrait essayer de parler un tout petit peu plus fort ou plus près du micro. Je pense que déjà, ça résoudrait les choses. Et si ça continue, on écourtera de toute manière l'intervention. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'était quoi alors? Je ne sais pas si tu m'as entendu. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'ai perdu.
Bon, alors donc on va peut-être accueillir Christophe en attendant qu'on résolve les problèmes de bande passante du côté d'Alix. Christophe, la mission la commission dont on parlait tout à l'heure en vous présentant, c'est celle de la sous-commission communication. Vous y faites quoi, vous, dans cette sous-commission? Effectivement, bonjour à toutes et à tous et bonjour Yann. Luc a souhaité développer 5 sous-commissions pour alimenter la commission de transformation numérique. Je les reprécise en synthèse parce que Luc a très bien écrit tout ça. Écosystème numérique, c'est le travail d'Alix et de ses référentes, c'est mettre en relation les entreprises de la transformation numérique. C'est un sacré tour de force, mine de rien, que de réunir aujourd'hui les principaux clusters de notre département. Et on a vu, ça va région, Occitanie, nationale et internationale. Vision et pédagogie, c'est une autre sous-commission qui doit accompagner les entreprises adhérentes à avoir la bonne vision sur cette transformation numérique. Autre sous-commission, le MEDEF national, les relations avec le MEDEF national, ça permet de faire savoir ce qu'on fait depuis le MEDEF 31 et aussi de gagner du temps et de prendre les bonnes pratiques de ce qui se passe dans les autres régions au MEDEF national. Et un sujet clé, notre époque est forcément liée à ça, les financements, ça c'est une autre sous-commission qui recense et doit faire connaître les financements nationaux et les financements régionaux. Chacune de ces sous-commissions en fait se réunit en visio une fois par semaine pour ensuite partager entre tous un point mensuel. Alors nous, la sous-commission communication, qu'est-ce qu'on fait? On centralise ces besoins en communication que chacune des sous-commissions peut avoir. On fait du transverse entre chacune des sous-commissions. On structure et on priorise les travaux des sous-commissions et on définit les besoins et les moyens de communication. Et tout ça pour assurer la promotion des actions clés de la commission. Merci Christophe. Est-ce qu'on a retrouvé la voix d'Alix? Ce serait parfait. Vous allez me le dire. Est-ce que c'est mieux? Oui. Donc, le deuxième point dont on parlait tout à l'heure sur la commission, quel est-il? Alors, je crois que je t'ai perdu tout à l'heure parce que ce que je présentais tout à l'heure, c'était la raison d'être. J'en étais là à peu près. Donc, le fait effectivement qu'on était des entreprises au service des entreprises. Et on te perd au niveau de la voix, donc il va falloir malheureusement écourter parce qu'on entend qu'un mot sur deux, donc c'est assez dommageable pour la fin. On va essayer de le résoudre. Si on te retrouve à la fin avec Luc. Je vais accueillir les deux prochains acteurs du numérique. Bonjour à vous deux. Bonjour Yann. Elle arrive, Sylvie. Voilà, je vous ai récupéré et on va retrouver donc avec vous les deux derniers acteurs de cette matinée. Merci d'avoir pris du temps sur vos agendas respectifs. On va démarrer par Sylvie Vergès pour évoquer avec vous, directrice générale chez IoT Valley. Et là aussi, une petite présentation, vous me dites si je dis des bêtises, c'est un écosystème, IoT Valley, qui fédère des entreprises, des entrepreneurs qui partagent l'ambition de faire émerger de nouveaux services basés sur la monétisation de données industrielles. Et l'écosystème est opéré par une association éponyme qui regroupe dans un lieu totem à la Beige 40 startups, partenaires, 650 collaborateurs sur plus de 10 000 mètres carrés. Les chiffres sont impressionnants. D'où vient l'idée, Sylvie ? Alors l'idée, elle vient finalement d'une poignée d'entrepreneurs issus de la tech qui étaient convaincus que de pouvoir partager à la fois des expertises, des ambitions, une vision, un réseau était un facteur clé de succès en fait pour mener à bien leur projet et pour faciliter en fait le travail de leurs équipes. Et pour cela, en fait, ils ont souhaité rassembler l'ensemble de leurs entreprises dans un lieu unique. Et c'est comme ça qu'à l'époque, donc en 2011, est née l'association qui était d'abord appelée en fait la TIC Valley et qui a ensuite évolué puisqu'ils ont souhaité se saisir d'une opportunité technologique qui est l'Internet des objets. Et l'association TIC Valley est devenue l'IoT Valley en 2015. Bon, c'est un cluster d'entrepreneurs, même si le mot cluster, elle a eu raison tout à l'heure, Amélie, de le préciser, et pas complètement adapté. Le nôtre, en tout cas, historiquement, était sorti avant, et lui, il a sa raison d'être. Donc, on peut le garder. Il a tout à fait sa raison d'être, et c'est vraiment ce cluster d'entrepreneurs qui a fait que on a mis en place une culture entrepreneuriale, une culture de bâtisseur,
Et c'est cette culture de bâtisseur aujourd'hui qu'on souhaite mettre au service en fait de l'ensemble des entreprises, que ce soit des startups ou que ce soit des PME et des ETI. C'est vous, historiquement, un petit peu, qui avez, si mes souvenirs sont bons, été les premiers acteurs de l'écosystème pour l'Internet des objets, la IoT, comme on dit. Hein. Vous avez été précurseur là-dedans il y a quelques années déjà. Oui, complètement. Je pense qu'on a fait partie des acteurs qui ont permis de lancer et d'imaginer en fait un nouveau marché. Hein. Et c'est évidemment aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir proposer aux entreprises de les accompagner à se saisir en fait de cette opportunité-là. Et de pouvoir, en fait, à travers une opportunité technologique qui concrètement permet d'extraire et de communiquer, en fait, des données qui sont issues, en fait, d'assets physiques, c'est-à-dire qu'on numérise, en fait, quelque part, la vie d'un objet. Et c'est à travers la collecte de ces informations-là que l'on va pouvoir les valoriser soit dans des processus, en fait, opérationnels ou les valoriser dans une offre de service. Alors, vous êtes soutenu historiquement par le SICOVAL, par la région Occitanie, qui soutient beaucoup, hein, on l'entend depuis tout à l'heure, d'entreprises et d'organisations. Plus précisément, pour les chefs d'entreprise qui nous regardent, vous proposez quoi? De les accompagner? Oui. En fait, quand une entreprise cherche à répondre à la question « quel bénéfice en fait, je peux avoir en captant et quelles données ?» là, notre travail commence. C'est-à-dire qu'on va mettre en place une équipe et on va accompagner l'entreprise à identifier en fait, des gisements de valeur, des gisements de données, et on va les aider à faire l'évaluation, dans un premier temps, des bénéfices pour eux à capter en fait cette donnée-là. Et ensuite, toute l'expertise que l'on a bâtie en fait ces 10 dernières années va nous permettre d'évaluer le coût d'extraction en fait de ces données. Donc, une fois que j'ai les bénéfices en fait sur ma donnée, le coût d'extraction, en fait, derrière, on va pouvoir déployer des solutions. Et pour ça, on va aider l'entreprise soit à aller sourcer des solutions, soit à créer une solution sur mesure. Et toujours pareil, dans une perspective d'efficience opérationnelle ou de mise en marché de nouveaux services. Donnez-moi un exemple, c'est parlant un exemple en général. Alors, un exemple concret, par exemple, on a une entreprise donc, au sein de la IoT Valley qui a simplement extrait une data qui est le taux d'occupation en fait réel des bureaux dans un bâtiment de travail. Donc, le fait simplement en fait, pour l'entreprise d'avoir en fait cette information sur le taux d'occupation réel de ses bureaux va lui permettre d'optimiser le coût de son foncier, sachant qu'un poste de travail, selon en fait évidemment on va dire les métropoles, est évalué aux alentours de 15 000 €. Si à un moment donné je peux ajuster en fait mon patrimoine immobilier nécessaire à l'usage réel dont ont besoin mes salariés, je peux faire des économies en fait sur le volume de mètres carrés. Et cette information en fait sur l'usage réel, il est vrai en fait sur la gestion du mètre carré, mais ça peut me permettre également de mieux gérer en fait ma facture énergétique. C'est-à-dire que si le bâtiment n'est pas occupé, je vais éviter en fait de mettre de l'éclairage, je vais simplement éviter de mettre du chauffage. Donc en fait, en captant une seule valeur de data, on a plusieurs bénéfices. Ce que j'entends, puisqu'on arrive au bout et que j'aimerais qu'on parle un peu d'avenir, c'est qu'en fin de compte, vous nous mettez en tête le fait de se dire, il faut que je me pose la question, quel bénéfice je peux avoir en captant les données de mon entreprise. Et à partir de là, ça va germer, chacun chez lui va bien comprendre l'intérêt, parce qu'il y en a un forcément avec ce qu'on voit naître, qui va être une révolution sur cette planète, c'est l'utilisation des data et des données. Et l'avenir, alors du coup, c'est l'exploitation de ça? Oui, tout à fait. Pour nous, l'avenir, c'est vraiment l'exploitation en fait, des données industrielles qui va générer une valeur économique qui est comparable à celle aujourd'hui qui est générée par l'exploitation en fait, des données personnelles. Notre ambition, c'est vraiment d'accélérer en fait, notre implication auprès des entreprises du territoire, évidemment, et de les aider en fait, à identifier ces gisements de valeur-là et de s'emparer de ces gisements de valeur pour éviter, encore une fois, que cette valeur économique soit transférée sur d'autres territoires, voire d'autres pays. Super Sylvie, merci beaucoup parce que ça nous donne envie d'aller plus loin et j'allais dire, de prendre des contacts avec vous et d'en savoir un petit peu plus. C'est vrai que c'est quelque chose qui s'ouvre devant nous. Je ne suis même pas sûr qu'on se rende compte de la révolution qui nous attend. On a fini, je ne sais pas si vous vous rendez compte du travail de préparation avec les deux acteurs qui ont une complémentarité sur l'art. L'un est plutôt vers le noir et blanc, l'autre vers la couleur. Mais quand même, ils ont ça derrière eux. Hein, donc ça, c'est plutôt bien, Nicolas. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Anity, Nicolas Vialet, directeur opérationnel. Anity, Artificial and Natural Intelligence Toulouse Institute, because it is in English. C'est l'Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle de Toulouse. L'activité d'Anity, c'est 3 grands piliers, si je ne m'abuse: recherche scientifique, formation initiale tout au long de la vie et contribution au développement économique. Elle vient d'où l'idée? Alors, l'idée, elle vient tout d'abord d'une initiative du gouvernement qui a souhaité mettre en place un réseau de 4 centres d'excellence en intelligence artificielle en France pour donner à la France les forces nécessaires pour lutter dans la compétition internationale qui est extrêmement féroce dans ce secteur. Et à Toulouse, il y a eu une conjonction de volontés communes de différents acteurs académiques, institutionnels et industriels de proposer une réponse à cet appel via la création d'Anity, donc centre d'excellence en intelligence artificielle toulousain, local, basé sur les forces locales, des forces en recherche. On a de nombreux laboratoires qui sont historiquement très forts en intelligence artificielle à Toulouse, mais également un tissu économique qui est très cohérent avec des grands industriels et également un tissu très dynamique d'entreprises dans le numérique et pas que à Toulouse. Donc l'intelligence artificielle, c'est très large. Nous, notre positionnement à Toulouse concerne la recherche sur l'intelligence artificielle pour les systèmes critiques et pour les interfaces homme-machine pour lesquelles on a besoin de garanties très fortes sur leur fonctionnement, de preuves de fonctionnement et de comportement, ce qui est aujourd'hui un champ de recherche fondamental largement inexploré. L'intelligence artificielle qui fait beaucoup couler d'encre en ce moment, elle est partout. Je pense notamment à quelque chose qui est très tape à l'œil, c'est Deep Nostalgia, les deepfakes, les vidéos qui tournent avec les visages de Tom Cruise, alors que c'est pas lui, ou la photo de mamie et papy que l'on fait revivre avec un mouvement du visage. Tout ça, c'est fait avec l'IA, avec l'intelligence artificielle. Alors, c'est pas fait forcément en France, mais on voit qu'on a intérêt à être bon parce que là-dedans, on a quand même quelques pépites, et notamment sur notre territoire. Qu'est-ce que vous proposez, vous, chefs d'entreprise, Anity, s'il vous plaît, Nicolas? Alors nous, ce qu'on propose aux entreprises, c'est de les aider à franchir le step entre l'utilisation, ce qu'on pourrait appeler state of the art de l'IA dans leurs produits et une utilisation d'une IA qui a des caractéristiques de garantie beaucoup plus fortes. Donc on les accompagne au travers de projets collaboratifs de recherche. L'idée pour nous, c'est de nous adapter aux différents types de projets et aux différents besoins des entreprises, à la fois dans la manière dont on travaille avec eux. Donc, ça peut être un projet qu'on mène relativement seul, mais ce qu'on essaie de privilégier, c'est la collaboration, c'est-à-dire l'accueil des ingénieurs de l'entreprise au sein de nos équipes de recherche, de manière à ce que les besoins soient réellement exprimés, que la montée en compétences aussi des ingénieurs soit vraiment effective via ce frottement. Et notre modèle est un petit peu original dans le sens où on n'est pas un portefeuille superposé de projets indépendants les uns aux autres. L'idée, c'est vraiment de créer un collectif. Donc, dans nos projets de collaboration, non seulement on travaille sur le projet qui est propre à l'entreprise, mais l'entreprise a accès à tout ce qui se fait au sein d'Anity, qui regroupe quand même pas loin de 200 chercheurs. Aujourd'hui, près d'une trentaine de partenaires industriels. Donc, c'est vraiment un collectif qui partage les progrès fondamentaux qui sont nécessaires pour développer des usages et des produits qui intègrent donc cette intelligence artificielle dite critique. Alors, au-delà de cet aspect recherche… Vous avez la formation également. Exactement. On a un aspect formation, puisque un des gros enjeux des entreprises, c'est d'avoir des personnels qui soient compétents, qualifiés, pour développer et utiliser de l'IA. Donc, il y a un manque aujourd'hui qui est patent, et pas seulement à Toulouse, mais en France et partout dans le monde d'ailleurs. Donc, on a une action également là-dessus en proposant des formations, formations continues. Concrètement, on a rationalisé le catalogue de formations existantes dans le monde académique toulousain, qui sont tous partenaires d'Anity. Et on a la vocation également à développer ce catalogue pour répondre au mieux aux besoins qui peuvent être exprimés par le monde économique. Et pour les mois à venir, vous allez essayer de pérenniser tout ça, j'imagine?
Alors exactement, puisque comme je l'ai dit, c'est avant tout une initiative de l'État, donc on bénéficie d'un support financier de l'État via le plan investissement à venir numéro 3. Ce support est prévu sur une durée de 4 ans, donc notre objectif c'est de survivre à ces 4 ans-là, donc de pérenniser l'Institut bien sûr. Donc pour ça, on souhaite en faire une référence nationale mais aussi internationale, pouvoir attirer les grands acteurs de la recherche et de l'économie mondiale. Donc, on a beaucoup de connexions déjà avec le Canada, par exemple, l'Allemagne, l'Inde, Singapour et bien d'autres. Donc, l'idée de tout ça, c'est d'attirer aussi ces acteurs-là dans l'écosystème local et de donner des opportunités à l'écosystème local aussi de s'exporter dans ces pays-là. Et d'un point de vue plus technique, je veux dire plus pragmatique, notre ambition, c'est d'être capable, grâce à nos travaux, de voir dans la vie réelle, dans nos avions, dans nos voitures, de l'IA, capable de mener des tâches qui sont aujourd'hui impossibles à mener puisqu'elles ne sont pas certifiables au sens prouvable dans leur comportement. Merci en tout cas, Nicolas. Merci également à Sylvie d'avoir pris du temps pour venir nous expliquer succinctement. C'est l'exercice du jour en 5 minutes. C'est pas simple, mais vous y êtes fortement préparés, je le sens, parce que vous avez été super bons tous les deux. Bravo à vous deux. Et puis merci pour les décors. Ça donne de la lumière ce matin à notre webinaire. Merci Yann et merci au MEDEF 31 pour cet espace de parole aussi. Merci beaucoup. On est là pour vous. Merci beaucoup à tous les deux. On va conclure ce webinaire en remerciant évidemment ceux et celles qui travaillent dans le monde parce que c'est clair que c'est du direct et que c'est jamais très simple d'utiliser ce dont on parle ce matin, c'est-à-dire le numérique. On le sait tous, quand on a travaillé en direct avec le numérique, c'est pas Bill Gates qui me dirait le contraire pour son Windows 95, qu'on n'est pas à l'abri de petits soucis. Hein. Donc, il faut être très modeste avec ça, mais on s'en est plutôt bien sorti ce matin avec la solidarité de notre région bien connue. Luc Martin, vous avez depuis tout à l'heure présenté cette commission, présenté les objectifs, ce que vous attendiez de cette émission. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'on a bien présenté le panorama de tous ces acteurs? Oui, on a bien présenté le panorama de tous ces acteurs que je remercie bien entendu et vivement. Je veux rajouter aussi un acteur que l'on n'a pas invité parce que il s'agit d'une grande manifestation qui va avoir lieu le 1, le 2 et le 3 juin, qui initialement devait se faire au MIT et qui, pour finir, va se faire en virtuel, qui s'appelle Future Intelligence. C'est une grande manifestation, on attend à peu près 1000 personnes, pour présenter tout ce qui peut se faire de bien autour de l'intelligence artificielle. Et cette manifestation est pilotée par Aerospace Valley, Occitanie Data, Anity, IA Nouvelle Puissance, qui est l'organisme que je représente via mon think tank Nexiu, et ADOC. Donc, il y aura des personnalités importantes. Hein. Il y aura déjà le ministre Cédric O, il y aura sans doute Cédric Vidani, et naturellement Nadia Pelfig, plus tout un tas d'acteurs au niveau national, de très, très bonne facture, très haut niveau, tant au niveau national qu'au niveau européen. Donc, je voulais insister là-dessus. Si vous êtes intéressés, vous voyez, au niveau de l'intelligence artificielle, on a beaucoup de choses à dire et ça va tout à fait dans la continuité de ce que disait Nicolas Vialet tout à l'heure. Et puis, pour finir, moi, je remercie à nouveau effectivement tous les intervenants de cette manifestation. Je remercie aussi tous les membres de la commission parce qu'ils sont nombreux. Il y a plus de 30 personnes dans cette commission et qui s'est montée en 7-8 mois. Extrêmement dynamique, hein, vous avez pu le voir. Et puis pour finir, je voulais vous remercier Yann hein, pour cette belle animation. C'est très bien, on avait besoin d'un professionnel, ça fait du bien, j'ai beaucoup appris dans le cadre de cette manifestation. Et puis je remercie Camille à la régie, on a un peu galéré effectivement au niveau technologique, mais un grand merci à Camille aussi, c'est la femme de l'ombre, mais voilà, donc merci à tous. On ne vous entend pas Yann, remettez le micro. Pardon, je disais, vous avez raison de le préciser parce que les personnes qui sont dans l'ombre et qui œuvrent pour que nous puissions prendre la lumière et nous exprimer sont très importantes et il ne faut jamais les oublier.
Je voudrais aussi, à sa décharge, dire que c'est vrai que c'est une nouvelle plateforme que nous utilisons aujourd'hui, et donc elle va essuyer les plâtres et elle va s'améliorer cette expérience. Je vous ai dit qu'en fin d'émission, je vous donnerai les liens. Donc, chose première, chose due, merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Sur la page MEDEF 31, dans quelques jours, vous aurez les liens. Et si ça tarde un peu trop à votre goût, n'hésitez pas, vous avez maintenant, avec la connexion, la possibilité de rentrer en ligne avec le MEDEF 31 et de pouvoir donc, puisque nous sommes là pour vous, hein, ici au MEDEF 31, je parle le porte-parole des uns et des autres pour vous aider, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci à vous, bonne journée, que vous soyez en direct ou en replay, et au plaisir de vous retrouver sur un webinaire ou dans une vraie émission. Et là, on va finir avec un générique comme à la télé. Salut!